Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le centre Jean Mabillon de l'École des Chartes, donc son directeur actuel Frédéric Duval, mais aussi son ancien directeur Olivier Poncet, donc, qui m'ont accueilli ici pour cette année post-doctorale qui est passée en fait beaucoup trop vite à mon goût. Ça, je pense que c'est le principe des post-docs. Un an de post-doc, c'est trop rapide. C'est vraiment une année particulièrement riche, dans des conditions particulièrement enviables, et je vous remercie vraiment de m'avoir donné la possibilité d'en profiter. Et un merci particulier à Christophe Gauthier pour son accompagnement et son soutien sans faille. Et puis merci aussi à toute l'équipe du séminaire que j'ai rejoint avec beaucoup de plaisir après le colloque de l'an dernier ici même, et avec qui je dois dire que j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Euh, alors, il y a aujourd'hui exactement 26 ans, prenait fin la première édition du festival Ciné-Mémoire. La première édition du festival Ciné-Mémoire s'est déroulée donc du 4 au 11 octobre 1991. Alors, je ne suis pas tout à fait sûre que la séance de ce soir vous procure le même plaisir que celle du 11 octobre 1991, mais je vais essayer de faire mon possible pour m'en approcher en tout cas. Il faut dire que ce soir-là, donc d'après le programme, peut-être d'ailleurs que certains d'entre vous étaient à l'une ou l'autre de ces projections, mais donc vous aviez le choix entre l'Atlantide de Pabst au Palais de Tokyo, Un roi sans divertissement au Théâtre de la Colline, des films de l'avant-garde américaine au Max Linder, en séance nocturne à minuit, ou encore Last but not least au Grand Rex, Wings de William Wellman, accompagné avec un grand orchestre, et Meet Me in St. Louis de Minelli. Alors, ces 10 dernières années, les festivals qu'on pourrait regrouper sous l'appellation Festival de films de patrimoine se sont multipliés en France. C'est en fait Zoom Arrière, créé donc en 2007 à Toulouse par des personnes que vous connaissez, donc Christophe Gauthier et Natacha Laurent. C'est ce festival, ce sont eux qui ont donné le coup d'envoi en fait à ce regain un petit peu des festivals de films de patrimoine. Ce festival a été suivi par le festival Lumière, organisé à Lyon et dans ses environs par Thierry Frémaux et ses équipes de l'Institut Lumière, organisé depuis 2009. Et puis, plus récemment, il a été suivi par Toute la mémoire du monde, organisé par la Cinémathèque française à Paris depuis 2012. Alors, parallèlement, se sont développées aussi donc des sections rétrospectives dites classiques dans les grands festivals traditionnels de films contemporains, Cannes depuis le début des années 2000, 2002, 2004, Venise et Berlin. C'est ce dont Stefano Derkin vous parlera la prochaine fois lors de la prochaine séance du séminaire. Donc le festival apparaît ainsi aujourd'hui comme un des modes privilégiés de présentation des films anciens. Et donc le séminaire, le séminaire couplé à la conférence aujourd'hui, le séminaire patrimoine et patrimonialisation du cinéma se devait bien donc de lui accorder au moins accorder deux séances à cette forme de présentation des films anciens. Donc celle du 6 décembre prochain, j'espère que vous l'avez bien noté dans vos tablettes, donc dans laquelle Stefano Darchino s'intéressera précisément à ces sections consacrées aux films restaurés dans les grands festivals généralistes, et celle d'aujourd'hui que j'ai prise en charge, donc centrée sur une étude de cas. Alors, donc pour ma part, j'ai souhaité, c'est un petit peu toujours les marottes des historiens, d'aller voir, il se passe ça aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passait avant? Comment ça se passait avant? Donc j'ai voulu aller voir, aller chercher du côté des festivals, alors pas forcément il y a très très longtemps, mais avant ces dernières années, en particulier avant les années 2000. En réalité, les festivals spécialisés de films anciens semblent être nés il y a bien plus longtemps, mais je pense d'ailleurs qu'il y a encore
beaucoup de travail à faire pour établir une véritable histoire de cette forme festival en fait en matière de projection de films anciens. Je pense qu'il faudrait voir notamment comment les cinémathèques participent à des festivals dès les années 1930 et puis de plus en plus, surtout dans les années 1950. Je pense à la participation de la Cinémathèque française au Festival d'Antibes, par exemple, ou bien la participation des cinémathèques au Festival du film d'art à Bruxelles, ou encore au Festival Confrontation à Perpignan, plus tard aussi au rôle de La Rochelle en la matière. Bon, y a encore vraiment beaucoup de choses à faire, je pense, dans l'histoire des festivals sur les questions de projection, de rétrospective, de films anciens et de participation des cinémathèques, mais aussi donc aller analyser un peu précisément donc ce que Stefano a commencé à faire dans son travail de master, mais à retracer précisément l'histoire de la contribution des cinémathèques à ces grands festivals généralistes, donc pour des sections qui n'étaient pas encore labellisées classiques, mais plutôt rétrospectives ou hommages, et je pense notamment aux participations de Langlois et d'autres, mais à Langlois en particulier, à Venise d'abord, puis à Cannes ou ailleurs. Je précise d'ailleurs, un petit bref point bibliographique, mais donc il existe un ouvrage très très précieux en fait en la matière sur les festivals de films d'archives, Archival Film Festivals, dirigé par Alex Marlowman, mais il se trouve que la France est singulièrement absente en fait de cet ouvrage, donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette histoire des festivals de films, alors de films d'archives, de films de patrimoine, de films anciens. Là, l'appellation est encore à définir, mais il y a dans cet ouvrage collectif justement aucune contribution française. Alors c'est au tournant donc, des années 70-80, avec le succès notamment des opérations comme celle de Napoléon, donc projetée dans sa version reconstruite par Brownlow en ciné-concert, donc à un festival en particulier, donc au London Film Festival, après avoir été projeté aussi à Telluride. Et puis suite à sa distribution ailleurs dans la version de Coppola, donc il est apparu qu'il pouvait y avoir un réel engouement pour des projections spectaculaires de films anciens et plus particulièrement de films muets accompagnés par des orchestres, et que donc, de véritables événements pouvaient être montés en la matière. Alors l'un des premiers pays, quand on s'intéresse au festival de films de patrimoine qui vient à l'esprit, quand on s'intéresse à ça, c'est l'Italie. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler ici, mais donc où existent les deux actuels principaux festivals spécialisés dans le film de patrimoine, les Giornate del Cinema Muto à Pordenone, donc dans le nord de l'Italie, dans le Frioul, au nord de Venise, et Il Cinema Ritrovato, et ces deux festivals sont nés dans les années 80. De nombreux autres festivals spécialisés sont nés aussi ailleurs, plutôt dans les années 90, donc aux États-Unis notamment. Bien sûr, je ne vais pas vous faire la liste exhaustive de tous les festivals de films de patrimoine. D'ailleurs, je vous renvoie au tableau qui figure en annexe de l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, dirigé par Alex Marlowman, qui est la recension la plus exhaustive à ma connaissance jusqu'ici. Mais donc aux États-Unis, dans les années 90, le San Francisco Silent Film Festival, ou alors le UCLA Festival of Film Preservation, mais aussi un petit peu plus tard, pour aller voir de l'autre côté de la planète, donc le festival de Bélier-Stolby, donc en Russie, depuis 1997, organisé par le Gosfilm Forum. Et puis donc bien sûr il y avait aussi d'autres festivals, mais pas forcément spécialisés dans le film restauré ou dans le film de patrimoine, mais avec de très très grandes sections rétrospectives, comme La Rochelle, qui s'est fortement développée dans les années 90. Alors pour ma part, je sortais, donc Christophe l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais moi je sortais donc d'une thèse sur l'histoire de la restauration des films,
qui était centré sur la France, et j'avais envie, donc dans le cadre de ma recherche postdoctorale, hein, soutenue aussi par il faut aussi remercier le LABEX, CAP, Création, Art, Patrimoine. Donc j'avais envie de prolonger mon travail sur la restauration, mais j'avais envie aussi de m'écarter un petit peu de l'approche que j'avais eue dans ce travail, enfin en tout cas de l'envisager autrement, c'est-à-dire que je voulais m'écarter un petit peu du point de vue technique ou éditorial notamment, qui avait beaucoup nourri ma recherche, et me centrer cette fois-ci plus précisément sur la question de la présentation des films restaurés. Je voulais toujours travailler sur les films restaurés, sur la restauration, enfin sur le patrimoine, mais m'intéresser davantage à la question de la présentation. Et mon intérêt s'est donc naturellement porté vers, en plus, un type de festival qui se présentait spécifiquement comme un film, donc dit de film restauré, un festival pardon, de films restaurés. Donc vraiment le slogan du festival c'était film retrouvé, film restauré, hein. Je reprends le slogan du festival dans le titre de cette intervention. Et puis comme je voulais en plus il se trouve aborder une période un petit peu, enfin, légèrement postérieure à celle que j'avais travaillée dans le cadre de ma thèse, je m'étais arrivée, en gros ma thèse ça se termine à peu près, enfin m'a menée en gros jusqu'au milieu des années 80. J'avais envie d'aller voir un petit peu après et d'aller m'intéresser à ces fameuses années en fait 90 qui voient qui sont un petit peu le point culminant en fait de la politique patrimoniale cinématographique en France. Et donc ce qui apparaissait pour moi en tout cas comme une énigme à investiguer, hein, c'est toujours ce qui anime les chercheurs, hein. C'est-à-dire sur ce festival dont j'avais entendu parler, dont on se souvenait autour de moi, qui était né visiblement donc en grande pompe en 1991, mais qui n'avait pas perduré, puisque la dernière édition avait eu lieu en 1997. Et donc ce festival qui était un petit peu auréolé de mystère, comme ça pour moi, c'était Ciné-Mémoire. Donc voilà, dans le cadre de mon postdoctorat, j'ai voulu m'intéresser vraiment faire une étude de cas et s'intéresser à ce festival en particulier. Pourquoi et comment donc ce festival est-il né? Comment a-t-il été organisé? Par qui? Quel a été son fonctionnement? Quelles ont été ses orientations esthétiques, historiographiques, voire politiques aussi? Et puis, pourquoi s'est-il arrêté? C'est ce que je vais essayer de vous exposer donc, dans cette intervention. Alors, sur les origines et la mise en place du festival, alors le festival a été en fait annoncé enfin le festival, une grande manifestation consacrée au patrimoine cinématographique a été annoncée par le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, et par Martin Scorsese en septembre 1990, à l'occasion d'une grande visite organisée au service des archives du film à Bois d'Arcy le 16 septembre 1990. Suite à cette visite, donc, lors d'une conférence de presse, Jack Lang annonce plusieurs choses. Il annonce un plan de 15 ans pour restaurer et entretenir tous les films sur support nitrate, hein. Donc ça a été le fameux plan nitrate qu'on a surnommé par la suite le plan nitrate, hein. Donc opérations qui sont censées donc, se dérouler toutes avant l'année 2005. Donc il annonce ce programme de transfert effectué donc, sous la houlette d'une nouvelle directrice des archives du film, Michel Aubert. Il annonce une augmentation énorme des crédits attribués au service des archives du film, donc plus 42%, donc des créations de postes, une mise en place aussi d'une commission scientifique des archives du film, hein, donc qui regroupe spécialistes et historiens, donc une commission du patrimoine, celle qu'on a surnommée la commission du patrimoine. Il engage vivement aussi la participation du secteur privé via des fondations comme la Fondation Gann ou la Fondation de France à ces opérations.
Scorsese de son côté, donc Scorsese en fait avait déjà été enfin, une personnalité du monde cinématographique, une personnalité professionnelle déjà extrêmement sensible à ces questions de conservation des films, puisqu'il avait déjà au tout début des années 80 mené une grande campagne de sensibilisation au problème de la conservation des films en couleur. Il s'était aperçu que ses propres films qui dataient d'il y a 2-3 ans, enfin, quelques années, étaient déjà complètement décolorés dans les copies dont il disposait. Il avait comme ça mené une grande campagne, notamment à Venise et dans d'autres lieux, sur une grande campagne d'alerte en fait, hein, sur la conservation des films en couleur. Et donc c'est un petit peu le cinéaste parrain des cinémathèques. Hein. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'on le retrouve aussi plus tard, on le retrouve à Bologne. Hein. C'est un peu le parrain de Bologne. Donc avant d'avoir été le parrain de Bologne, Scorsese a été le parrain d'autres, en France, donc de cinéma. Donc il se trouve à l'origine notamment de cinéma. Donc lui annonce aussi donc la création de la Film Foundation, hein, une fondation qui réunit plusieurs cinéastes américains pour sauver les grands films américains menacés. Et Scorsese et Jack Lang donc, font une annonce commune qui est celle de créer une grande manifestation annuelle ayant pour objet donc, la sauvegarde du patrimoine cinématographique mondial. Alors l'idée initiale est en fait de créer une biennale entre la France et les États-Unis, avec un festival qui se déroulerait donc une année en France et une année l'année suivante donc aux États-Unis. Alors ce projet a finalement été abandonné, hein, même si d'autres festivals américains ont pris la suite. Hein, donc à UCLA, un autre festival a été organisé, et puis plus tard un festival au MoMA. Mais ce tandem, cette forme vraiment de biennale a été mise de côté. Mais c'était en tout cas le projet initial. Alors, on se trouve donc au début des années 90 à un moment d'inflation en fait festivalière. Hein. C'est l'époque où on fait des festivals partout, dans tous les sens, surtout. Cette fin du XXe siècle hein, est un moment extrêmement propice à la création de nouveaux festivals. En plus, la forme du festival est rejoint pour Lang est une forme extrêmement qu'il apprécie particulièrement. Hein. Il met en œuvre de nombreux festivals ou de nombreuses fêtes dans tous les sens, hein, tous azimuts, hein, depuis son premier mandat dans les années 80. Hein, donc, bien sûr, Jack Lang qui est à l'origine de la fête du cinéma, de la fête de la musique. Jack Lang qui va s'intéresser à la promotion de culture populaire, hein, la BD, le jeu vidéo. Et un autre modèle qui va être très important pour le Festival Ciné-Mémoire, ça va être le modèle du festival d'automne dans le domaine théâtral, festival qui a lieu dans plusieurs lieux en même temps. Une grande manifestation qui fédère différents lieux sur un même projet. Alors, le 6 juin 1991, donc une autre conférence de presse a lieu donc, au Palais de Tokyo. Je reviendrai au Palais de Tokyo plus tard. Donc, une conférence de presse qui annonce donc, la première édition du Festival Ciné-Mémoire pour le mois d'octobre suivant. Et cette conférence est concomitante avec l'annonce de la création d'un grand palais de l'image au Palais de Tokyo. La cinémathèque en fait ne sortait pas de difficultés, depuis le décès de Langlois en fait en 1977. Les années 80 avaient été assez compliquées et là Jack Lang et son conseiller technique donc Marc Nicolas portaient un nouveau projet
pour la Cinémathèque française, qui serait donc de le réintégrer dans une entité plus large, qui était le Palais de Tokyo, avec l'IDEC, avec le Centre national de la photographie, avec différentes institutions. Donc, a été mise en place comme ça, une mission d'aménagement du Palais de Tokyo, hein, donc, ce qui est annoncé en fait au même moment que Ciné-Mémoire, le 6 juin 1991, dans une autre conférence de presse. Il faut dire que, bien sûr, Jack Lang a en ligne de mire, je dis Jack Lang en fait parce que c'est vraiment lui, hein, c'est vraiment lui qui est à l'origine en fait de ces projets, quoi. Ce sont pas des projets qui émanent en fait de la base d'une certaine façon, enfin non, mais ce sont pas des projets qui émanent des archives, hein, c'est vraiment une volonté ministérielle de ce ministre, enfin, bon, hyper actif, bien sûr, vous connaissez Jack Lang. Mais c'est ce qui va poser des problèmes par la suite, j'y reviendrai. Donc en ligne de mire, Jack Lang a bien sûr l'année 1995 qui arrive à grands pas, hein. Je vous rappelle que du point de vue national, au niveau des commémorations, on sort du bicentenaire de la Révolution. Donc là, il s'agit d'avoir, pour le cinéma, de fêter bientôt le centenaire du cinéma. C'est drôle d'ailleurs, parce que dans certains textes, en fait, on lit, le bicentenaire a été tellement présent que en fait, c'est pas le centenaire du cinéma, mais c'est le bicentenaire du cinéma en 95. Donc l'erreur, ça arrive assez souvent, quoi, cette erreur. Donc en ligne de mire, les festivités qui doivent être organisées en 1995 hein, pour le centenaire du cinéma, la création d'une association qui va devoir coordonner tout ça, qui ne s'appellera pas centenaire du cinéma, mais premier siècle du cinéma, parce que là, le cinéma n'est pas un art centenaire, mais un art toujours jeune, présidé par Michel Piccoli, donc, qui doit définir un plan d'action pour ces festivités et ces commémorations. Donc l'idée est aussi, donc en 95, ça ne fait aucun doute hein, dans les textes, qu'en 95 sera ouvert le Palais de Tokyo et ce nouveau palais de l'image. Alors voilà le projet. Le projet donc, du festival, c'est un projet qui vient, donc je l'ai dit, hein, qui vient d'en haut, hein, qui vient du ministre de la Culture lui-même. Après, du point de vue de la mise en œuvre concrète du projet, il va y avoir un certain nombre de questions qui vont être soulevées. Donc déjà le choix là pour le coup, c'est une fois l'idée lancée, donc ce sera au directeur du CNC, hein, Dominique Vallon, à Marc Nicolas, de tout gérer, de décider de définir qui va s'en occuper, de choisir la date, ça. Donc le choix de la date d'octobre, hein, elle est faite par rapport aux autres festivals, hein, donc il ne faut pas que ce soit, c'est toujours la même chose, hein, toujours le même problème, hein, il ne faut pas que ce soit trop proche de Cannes, il ne faut pas que ce soit trop proche de Venise, il ne faut pas que ce soit trop proche de tous les autres festivals de la rentrée. Il est question de Bordenon dans une note. Bordenon début octobre, un festival de spécialistes. Pas trop proche de Saint-Sébastien, Montréal, etc. Et donc la date le mois d'octobre est arrêtée. Le choix du lieu aussi est pas forcément évident, mais donc il est destiné finalement que ce soit Paris. Et non pas, ça aurait pu être Cannes par exemple, où avait lieu une journée du patrimoine. Mais le problème c'est que la manifestation consacrée au patrimoine aurait été trop noyée dans le reste du festival. Hein. Il a été question aussi d'Avignon, mais là c'est pareil aussi, hein, la manifestation spécifiquement cinématographique aurait aussi été noyée. Et donc très rapidement, il apparaît qu'il faut aussi grandement faire appel au mécénat pour éviter
débourser trop d'argent pour l'organisation de ce festival. Alors qui va s'occuper en fait aussi concrètement donc, de ce festival? La présidence du festival pour la première année, ce sera Costa Gavras qui l'assumera. Et à côté du président du festival, il va s'agir de trouver un responsable de la programmation. Alors, différents noms sont évoqués, hein, Jean-Loup Passec, Dominique Paigny, Patrick Brion, Claude-Jean Philippe. Mais assez rapidement, ce serait en plus de tout ce qu'ils font par ailleurs. Et assez rapidement, en fait, c'est le nom de Christian Beleg qui se détache. Christian Beleg qui devient donc le directeur artistique du festival, le directeur de la programmation. Alors, c'est lui qui impulse qui choisit les programmations, qui impulse les programmations, qui coordonne un peu tout ça. Alors c'est une personnalité assez autodidacte en fait, qui a travaillé notamment qui a été aux États-Unis, qui a travaillé avec Raymond Rohauer, qui a organisé avec Jacques Robert des manifestations cinématographiques, les rencontres cinématographiques à Avignon, qui a organisé des ciné-concerts au théâtre des Amandiers à Nanterre, donc notamment une grande séance consacrée, une projection d'intolérance avec la musique d'Antoine Duhamel et Pierre Janssen. Il s'est occupé de programmation aussi au Louvre et il se trouve qu'en juillet 1991, il a un grand projet qui est de projeter Salammbô à Avignon, dans la cour du Palais des Papes, avec 95 musiciens. Donc c'est déjà quelqu'un qui a une expérience en fait c'est un homme plutôt un homme de spectacle en fait, hein, qui a cette expérience de monter des projets, de monter des ciné-concerts, de rassembler les fonds nécessaires, mais aussi d'être en contact avec les musiciens, en contact avec les archives pour trouver les copies. Donc c'est quelqu'un qui semble être tout à fait, qui semble être parfait pour cette nouvelle opération, ce nouveau moment. Donc son travail, hein, il s'organise au quotidien, enfin, il voyage partout dans le monde, hein, il va visionner les copies dans toutes les archives du monde entier, parce que le but du festival, c'est vraiment avant tout d'être la vitrine en fait, du travail des archives, des cinémathèques, du travail de restauration des cinémathèques et des archives dans le monde entier. Donc Beleg en fait peut avoir donc, des idées préconçues de programmation, mais après c'est vraiment tout un travail de collaboration aussi avec les archives qui proposent aussi leurs films et même qui transforment le festival peu à peu en moment privilégié pour présenter leur travail. Donc on le voit dans les archives, hein, il y a beaucoup d'archives sur l'organisation de ces séjours. Il a passé 2 jours à Prague. Organisation aussi, on s'en rend peut-être moins compte aujourd'hui avec les mails, mais organisation de ces séjours à Bois d'Arcy. Enfin, où il s'agit de quand même, le catalogue n'est pas consultable en ligne, donc il faut savoir quel film il peut voir, comment organiser les séances de visionnage. Il va passer 2 jours, 2 jours entiers là-bas. Et puis bon, aux États-Unis, au BFI, enfin voilà, vraiment un peu partout dans le monde. Il a un grand... Enfin, je le répète, hein, c'est vraiment un homme de spectacle. Alors, on m'a dit qu'il avait un côté un peu saltimbanque aussi, mais qu'il était très très intéressé par faire monter aussi des coups, très intéressant, passionné par la musique contemporaine aussi, un peu par le choc en fait aussi entre ces films anciens et des créations contemporaines.
Alors à côté de lui, on trouve une directrice de production, donc Mireille Aquino, qui s'occupe pour le coup de gérer tout ce qui était contrat, trouver les salles, faire les contrats avec les musiciens, avec les régisseurs, s'occuper des attachés de presse. Ça semble un peu concret, un peu peut-être très terre à terre tout ce que je vous dis, mais ça participe aussi de l'écologie en fait, hein, du festival, quoi, hein, de l'organisation du festival, tous ces différents postes. Donc c'est elle qui s'occupait surtout du budget, de l'organisation, qui travaillait, qui faisait les demandes à la SACEM pour les partitions musicales, qui trouvait donc les lieux, les différents lieux dans lesquels étaient projetés les films. Elle avait travaillé pour Pierre Boulez, notamment avant, à l'IRCAM. Donc c'est elle qui est aux commandes de ce point de vue-là. Ils sont, à partir de 1992, ils sont épaulés par une secrétaire que je remercie d'ailleurs parce qu'elle m'a, j'ai pu discuter avec elle, elle a pu me raconter un petit peu tout ça, un petit peu de l'intérieur, me parler de ses souvenirs de l'intérieur, donc qui était Monique Faulabert. Et qui a travaillé donc à partir de 1992 au festival, au moment où le festival a été rattaché, a été intégré à la Cinémathèque française. Par ailleurs, donc, il y a une agence de presse spécialisée, hein. Il faut imaginer que le festival, c'est vraiment une grosse machine communicationnelle. Enfin, c'est avec des conférences de presse, des dossiers de presse, des programmes, des affiches, des bandes annonces, donc, comme vous ne l'avez pas vu, mais y a vraiment tout un budget communication qui est très, 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 très important. Il s'agit, encore une fois, de monter des grands coups, hein, des grands événements. Et ça, ça rejoint aussi un petit peu la personnalité de Jack Lang, de Jack Lang et de cette période aussi, hein, où on va faire des grands coups culturels. Alors, les lieux mobilisés à l'époque, donc ce sont bien sûr des salles de cinéma. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la programmation du 11 octobre 1991. Donc, il y avait le Grand Rex, le Max Linder. Il y avait aussi la Vidéothèque de Paris, le Palais de Tokyo, mais aussi et surtout, ce qui est très très marquant dans ce festival, c'est qu'il s'est agi d'aller investir des salles autres que les salles de cinéma. Il s'est agi donc d'aller investir les salles de théâtre, les salles de concert. Il fallait faire sortir en fait le cinéma et le patrimoine cinématographique des cinémathèques, en gros. Donc aller le montrer dans des salles comme le Théâtre de la Colline, les Champs-Élysées, la Cité de la Musique, le Cirque d'hiver. Par exemple, les 4 Cavaliers de l'Apocalypse, hein, a été montré en 93 avec la musique de Carl Davis au Cirque d'hiver. En 94, pareil, c'est L'Argent avec la musique de Jacques-François Zigel. Et pour la projection du centenaire, hein, donc du 1er siècle, le 28 décembre 1995, c'est Intolérance, donc, qui a été projetée au Zénith avec la musique de Duhamel Janssen. Je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient. Non, il n'y avait plus de place. Donc vous comprenez la nécessité, hein, donc derrière tout ça, d'organiser donc des contrats avec les musiciens, de commander des partitions. Hein. Beaucoup de partitions sont des commandes d'État. Alors, on voit aussi que bien sûr les partitions ne sont jamais rendues dans les temps et c'est toujours la course pour récupérer la partition de l'argent. Et puis parce qu'ensuite, après la partition, il faut la copier, il faut que les instrumentistes l'aient à temps pour pouvoir répéter et que ça devient... Voilà, la partition de l'argent, par exemple, notamment pose beaucoup de problèmes. Et l'orchestre menace d'ailleurs de ne pas... ne pas jouer parce qu'ils n'ont pas le temps de répéter. Le partenaire privilégié, c'est l'Orchestre national d'Île-de-France, hein, qui interprète des partitions
plutôt classique, mais Beleg est aussi très attiré par tout ce qui est aussi musique plus contemporaine. Le musicien John Cage, par exemple, accompagne L'Inconnu de Todd Browning au théâtre de la Colline. Le musicien, l'ensemble intercontemporain accompagne deux projections aussi en 1995, par exemple La chute de la maison Usher avec la musique de Ivan Fedele et le docteur Mabuse, le joueur, donc, avec la musique de Michael Obst. Donc des grands concerts avec beaucoup de musiciens, mais avec aussi avec des types de musique très variés. Donc, qui nécessitent aussi bien sûr des équipes techniques très abondantes, hein, pour aller installer un écran, pour aller installer les musiciens, parfois des instruments aussi qui nécessitent certaines installations spéciales, où les musiciens ne se déplacent pas forcément avec leurs instruments. Donc beaucoup de coordination aussi pour faire venir tout le monde de Londres, de Bruxelles, enfin de différents endroits. Et enfin, c'est aussi un festival donc, qui va être organisé en fait, à Paris. Le cœur du festival va être à Paris, mais très rapidement, la question de la décentralisation, hein, c'est aussi la période, hein, la question de la décentralisation se pose, et donc sont organisées des projections aussi ailleurs qu'à Paris. Alors certains centres comme la Cinémathèque de Toulouse en fait, se concoctent leur propre édition du festival, hein. Jean-Paul Gors souligne avec vigueur d'ailleurs qu'il avait fait un festival différent du festival parisien, hein, que c'était le festival Ciné-Mémoire à Toulouse. En fait, il y a beaucoup de projections qui sont en commun, quoi, mais bon, il y a cette volonté de se détacher comme ça de l'initiative uniquement parisienne. Des films sont sélectionnés aussi pour être distribués un petit peu partout. D'ailleurs, se pose la question du tirage des copies, hein, parce que distribuer un petit peu partout des films, ça veut dire aussi abîmer des copies, donc des copies qui ne sont pas disponibles partout en même temps, forcément. Donc tirer des copies, sur quel budget faire ces tirages de copies, hein. Les aides au tirage du CNC, elles sont censées être réservées au tirage pour aider la production, pour aider les professionnels, pour les salles commerciales, alors que là, il s'agit de copies qui vont circuler dans des salles qui sont la plupart du temps non commerciales. Donc utiliser cette aide qui est censée être tirée d'une taxe professionnelle pour aider la profession, ça pose un petit peu problème. Le problème aussi de la coordination de tout ce travail de distribution, hein. La Cinémathèque, il y a certains courriers d'ailleurs où la Cinémathèque s'en plaint un petit peu, c'est surtout la Cinémathèque qui s'en occupe dans un premier temps pour un lot de films choisis dans ses collections. Par la suite, c'est la Fédération des ciné-clubs interfilms qui s'en occupe. Donc un volet décentralisateur, donc ça va de Lille à Valence, partout, c'est vraiment partout dans le pays. Un volet aussi éducatif, avec différentes actions menées auprès notamment des lycéens et des lycéens dans les sections cinéma. Là j'ai un doute, c'est A3, je crois que c'était le bac A3, hein, ça. Donc des actions de sensibilisation au patrimoine cinématographique, aux questions de conservation, de restauration, etc. Des visites organisées au service des archives du film, et un documentaire produit et réalisé par Jacques Mény, qui est en fait
un peu un abrégé de son... Enfin, il avait déjà fait un documentaire en 88, si je ne me trompe pas, pour l'émission océanique de FR3. Et là, il en a fait une version un peu réduite en 20-25 minutes, et puis davantage centrée sur le travail des archives françaises, enfin du service des archives du film. Bon, documentaire qui va lui aussi reprendre, enfin, mais bon, une autre version dans les années 80, enfin, en 95. Mais donc là, un documentaire avisé, donc vraiment pédagogique, pour être diffusé dans les classes. Un volet recherche, colloque, donc en 1991, avec le colloque ciné-mémoire, hein, dont les actes sont publiés très très rapidement après, sur les questions de restauration, coordonné par Michel Simon. Et l'édition d'un catalogue assez richement. Voilà. Donc ça, c'est voilà, ça on n'a pas de problème d'extrait. Enfin, ça c'est du solide, ça, le livre. Voilà, le catalogue, tu peux le faire tourner hein, si tu veux. Ouais. Bah, vous me le rendez après. Mais... Je contrôle les sacs à la sortie. Donc, quoique d'ailleurs c'est un catalogue en fait qu'on retrouve, enfin qu'on trouve dans les soldes, enfin je sais pas si on le trouve encore dans les solderies, hein, mais peut-être plus maintenant, mais on l'a trouvé assez longtemps en fait, hein, chez Mona Lisa, donc je sais plus à combien d'exemplaires, de centaines de milliers d'exemplaires il a été tiré, mais bon, c'est une opération de grande ampleur. Donc un catalogue richement illustré et donc édité, coordonné par Emmanuel Toulet. Hein, donc qui est une autre personnalité importante alors c'est donc quelqu'un qui travaille à la Bibliothèque nationale de France, au département des arts du spectacle, donc elle qui s'occupe avant tout du catalogue. Qui n'est pas, enfin, qui fait pas partie de l'équipe proprement dite d'organisation du festival, mais c'est elle qui gère le catalogue pendant plusieurs années. Et puis aussi des projets d'exposition qui prolongent la programmation. Donc là, pour continuer sur Emmanuel Toulet, c'est elle qui organise notamment l'exposition Le cinéma au rendez-vous des arts en 1995. Voilà. Je vais essayer quand même de vous montrer l'inauguration du premier festival par Scorsese. On va voir si ça marche pas. Là, il y a un petit play. Ah, mais il n'y a personne. Quoi Qui est pionnier du grand écran que le ministère de la Culture propose jusqu'au 11 octobre. Mémoire est fragile, toute une partie du patrimoine cinématographique de ce début de siècle a disparu faute de techniques pour conserver. C'est pour rendre hommage que le ministère de la Culture propose jusqu'au 11 octobre Ciné-Mémoire, le premier festival international de films restaurés. Martin Scorsese, à l'origine aux États-Unis de la Film Foundation, a ouvert la cérémonie au Palais Pico. Marie-Claire Gauthier et Yvon Gaudin ont rencontré. I remember seeing the title, Duel in the Sun. Duel in the Sun. Very strong reaction to that one. En même temps, c'est très Quelles sont les chances de survie de l'image d'un art qui n'a pas encore franchi le siècle et dont la mémoire sur support de notre se délite en sous l'empire du temps? Le cinéma était en péril, film disparu, brûlé, mutilé. Film découvert, restauré aujourd'hui à l'initiative de Bois-Larcy et des cinémathèques dans le monde. Film projeté par Ciné-Mémoire, plus d'une cinquantaine d'interprétations de cette et d'autres écrans sur la France entière. For me, it's an important new step in trying to make available to younger people some of the great and more interesting films of the past. For me, I think besides enjoyment, mainly education for the newer filmmakers. Non mais on entend vaguement. Comme le fait à Paris Costa Gavras, Martin Scorsese poursuit aux États-Unis le même but.
donner au cinéma l'âge de ses artères pour lui permettre vous avez des de images faire des choix. déjà. Grand progrès. Alors ça c'est Christian Belegue. Le 19e siècle, il est né au 19e siècle, il a hérité des techniques du 19e siècle, mais il a couvert tout le 20e siècle. Je crois que ça c'est assez unique et on a peu d'autres exemples d'un art qui est apparu aussi brusquement et qui risquerait de disparaître aussi brusquement qu'il est apparu. A combination of many different artists. Voilà. Creating something new completely. And of course, it's a very important time right now that cinema has lasted. It's almost 100 years old. So to see the changes and to understand the influences on it, I think is invaluable. Thank you. Okay, thank you. Bon, c'était l'inauguration en grande pompe de la première édition du festival, hein, donc le 4 octobre 1991. Donc première édition inaugurée par Scorsese, qui donc revient bien sûr à Paris pour cette première édition. Et donc vous avez vu le directeur artistique Christian Belegue. Voilà, donc tout s'annonce très bien pour cette première édition, mais bon, vous aurez compris quand même que la question se pose un petit peu de savoir qui s'occupe de quoi, comment est organisé ce festival. Je vous ai dit que la Cinémathèque française s'occupait quand même de certaines choses, que le service des archives du film est mis à contribution. C'est le service des archives du film qui réceptionne notamment toutes les copies. Enfin, donc ça crée beaucoup de travail, de travail pour tout le monde. Et le festival va en fait se retrouver un petit peu, c'est pas nouveau, mais au cœur de différentes rivalités dans le monde du patrimoine cinématographique français. Alors je vais essayer de voir en fait pourquoi ce festival au final a été un échec, ou en tout cas a été arrêté. Enfin, quelles sont les raisons de cet échec, ou de cette... certains parleraient de liquidation, mais il y a beaucoup de raisons à cela, donc notamment des rivalités, institutionnelles, hein, avec donc des problèmes au niveau de l'organisation du festival, de qui fait quoi, de quel service fait quoi, de quelle institution fait quoi. Les AFF, donc le service des archives du film, enfin devenu AFF, réceptionne les copies et font des travaux de préparation des copies, aussi des travaux de tirage. Il y a ce qui est intéressant dans ce festival aussi, c'est qu'il peut, les propositions de Belegue ou les propositions faites à Belegue pouvaient, pour le festival, pouvaient mener à une restauration. Donc ça pouvait être, ou accélérer les travaux de restauration. Donc le Bois d'Arcy faisait en sorte que tel film, s'il était choisi, donc soit disponible dans une copie restaurée pour le festival. Le festival, ça a encore lieu aujourd'hui. Hein. Voilà, le festival, même dans le domaine de la restauration, est le moment où on présente la copie restaurée. Donc ça va être l'élément qui, dans le calendrier, va permettre d'accélérer le processus, et puis aussi de trouver parfois davantage de financement pour certaines restaurations. Quand on sait que le film va être vu dans tel événement, ça permet de mieux convaincre certains financeurs parfois. Donc le festival a ce rôle-là pour impulser des restaurations. Le service des archives du film est vraiment très très actif dans ce domaine-là. Mais dès l'année 1992, en fait, le festival devient, donc c'est indiqué dans le deuxième programme du festival, est censé donc être dans le cadre des activités de la Cinémathèque française.
donc je vous lis hein, le petit encadré, créé à l'initiative de Jack Lang, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture, Ciné-Mémoire est organisé dans le cadre des activités de la Cinémathèque française, avec le concours des archives du film du Centre national de la cinématographie, de la Cinémathèque du Toulouse et de la mission pour l'aménagement du Palais de Tokyo. Donc, en fait, le festival, l'organisation du festival était un petit peu... donc, Akino et Beleg travaillaient au Palais de Tokyo la première année, mais dès la deuxième année, en fait, ils vont rejoindre les bureaux de la Cinémathèque, donc travailler dans les bureaux de la Cinémathèque avec donc, cette nouvelle secrétaire qui s'appelait Monique Faulabert, mais dans une cellule, en fait, qui va... Enfin, dans une cellule... dans des bureaux qui seront un petit peu à l'écart. Hein. Donc, ils vont rester un peu dans une cellule autonome. Quoi. Enfin, ce sera plutôt une cellule autonome au sein de la Cinémathèque, avec des bureaux un petit peu isolés, donc, qui ne se mêlent pas aux autres services de la Cinémathèque. D'ailleurs, tout ce qui est communication, ça ne passe pas par les services de la Cinémathèque. Les personnes qui travaillent pour Ciné-Mémoire ont bien des fiches de paye gérées par la Cinémathèque, mais avec labellisé Ciné-Mémoire d'une certaine façon. Donc l'État en fait verse à la Cinémathèque pour qu'elle verse, mais dans c'est un budget vraiment séparé. Donc vous l'aurez compris, c'est une situation pas très très confortable en fait, et qui va poser quelques problèmes. Alors Christian Beleg va donc travailler pour le festival de 1991 à 1995, donc la deuxième édition. Alors par contre la deuxième édition, il n'y a pas de beau catalogue comme pour la première édition. Par contre pour la troisième édition, il y a à nouveau un beau catalogue. Donc la quatrième édition en 1994, il va y avoir une édition qui va être beaucoup en lien avec les questions, avec une publication sur l'accompagnement musical. Hein, donc Beleg et Emmanuel Toulet vont coordonner cet ouvrage très important hein, sur l'histoire de l'accompagnement musical des films muets, donc à l'époque du cinéma muet, mais aussi, donc les dates sont 1918-1995, donc à l'époque du cinéma muet, mais aussi les accompagnements actuels de films muets. Et alors en 1995, cette édition qui est l'édition concomitante avec le centenaire du cinéma, avec le premier siècle du cinéma, il va y avoir plusieurs opérations différentes, notamment une opération qui s'appelait Lumière du monde, faite avec des instituts culturels de très nombreux pays différents. D'ailleurs, le budget communication est augmenté aussi à ce moment-là, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à gérer. Donc, dans de très nombreux instituts culturels différents, se montent des programmations sur la naissance du cinéma dans beaucoup de pays. Alors, deux problèmes, en fait, se posent à ce moment-là. Un problème, donc le directeur artistique va avoir des soucis de santé pour sa part, et puis il se trouve qu'on est début décembre, et que début décembre 95, c'est les grandes grèves. Donc l'édition 1995 de Ciné-Mémoire forcément peu de succès. Enfin, les gens ne vont pas aller à l'autre bout de Paris voir des projections de films à l'Institut suédois, de films des premiers temps. Donc peu de succès. Heureusement, en fait, il y a toute une série de projections au début du mois de décembre, puis un arrêt, et puis les projections, les projections les plus spectaculaires, hein, recommencent fin décembre à la Villette, avec la projection dont je parlais tout à l'heure, donc Intolérance, à guichet fermé, et puis La chute de la maison Usher et Docteur Mabuse, le joueur. Mais
directeur artistique, ce sera donc la dernière année de sa contribution au festival en tant que directeur artistique, puisqu'il a été licencié en fait par la suite. Par la suite, il continuera à organiser des séances de cinéma muet en concert, notamment au Louvre, mais il ne sera plus associé donc à Ciné-Mémoire. Pourquoi? Alors il y a sans doute beaucoup de raisons qu'il est difficile. C'est des questions un peu difficiles à expliquer. Sans doute des conflits en fait de personnes, mais il est difficile de rendre compte en fait. Véritablement, objectivement en tant qu'historien. En tout cas, si on s'en tient au plan scientifique et historique, on se rend compte qu'il y a très très vite des grandes divergences entre les conceptions de l'histoire du cinéma de Christian Bellègue et autour de lui d'Emmanuel Toulet par exemple, et puis les conceptions qui sont celles de la direction de la Cinémathèque française. Dominique Paini, qui était directeur de la Cinémathèque française depuis les années 90, dénonce même en fait assez vivement ce goût qu'il appelle le goût antiquaire. Donc ce goût pour des objets extrêmement hétéroclites, peu dignes en fait d'intérêt, qui selon lui n'ont pas leur place dans l'histoire de l'art cinématographique. Il est vrai qu'il y avait un grand intérêt dans Ciné-Mémoire pour des programmations pas forcément de bons films en fait, mais de films intéressants d'un point de vue historique, donc beaucoup de programmations socio-historiques, des programmations de films par exemple sur le Parti communiste français, des films sur les maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis, des films comme Bécassine, qui sont vous avez vu d'ailleurs un petit extrait tout à l'heure, qui sont en effet pas un chef-d'œuvre de l'histoire du film mondial, mais qui ont un intérêt historique en tout cas. Donc Paini, donc de son côté, a une conception de l'histoire du cinéma qui est davantage une histoire de l'art cinématographique fondée sur éventuellement des évaluations, des réévaluations, mais il s'agit avant tout pour lui de voir des œuvres qui doivent se voir en tant qu'œuvre, sur le mode de l'histoire de l'art traditionnel. Donc très vite, Paini en fait ne cache pas son hostilité en fait pour cette programmation. Notamment après 1993, il écrit des textes où il explique qu'il souhaiterait que la direction artistique du festival et la programmation soit le fait de la cinématographie, de la Cinémathèque française. Il prend d'ailleurs pour argument que le problème, c'est bien que Ciné-Mémoire est organisé dans le cadre des activités de la Cinémathèque française, alors que Ciné-Mémoire ne correspond pas à la ligne éditoriale, j'allais dire, à la ligne de programmation de la Cinémathèque française. Donc, il va en fait tout faire pour reprendre la main sur ce festival. On s'aperçoit aussi d'ailleurs que dans les archives qu'en août 95 est déposée, la marque Ciné-Mémoire est déposée par Pierre Gras à l'INPI, donc quelques temps avant Pierre Gras qui était directeur administratif et financier, quelques temps avant l'édition, donc 1995. De la Cinémathèque française, oui. Voilà, donc après je ne sais pas exactement dans quelles conditions s'est terminé le contrat de Christian Bellègue. J'ai pas d'archives sur cette question.
Toujours est-il que donc il arrête de travailler début 96 pour Ciné-Mémoire. Mireille Aquino, donc, qui était directrice de la production, continue de travailler encore en 1996 et 1997. Mais elle aussi, donc, un terme est mis à son contrat en 1997. Mais elle se contente de toute façon, elle n'a pas de rôle artistique dans la programmation, elle se contente d'être directrice de production. Et donc peu à peu les programmes, les catalogues en fait du festival ça me nuise. Donc voici la dernière édition. Donc ça c'est assez révélateur quand un festival voit son catalogue se réduire à peau de chagrin, c'est que les budgets se réduisent eux aussi. Alors là, il s'agit d'un festival, d'une dernière édition 97, donc là, pour le coup, organisée par la Cinémathèque française, en lien avec la Cinémathèque royale de Belgique. Donc à la programmation, on trouve Dominique Paigny, Michel Aubert, Gabriel Claes, Bernard Martinand et Éric Leroy. Dans cette dernière édition, Paigny annonce annonce différentes choses, que le festival va être tourné vers l'international, notamment avec cette collaboration avec la Cinémathèque royale de Bruxelles. En fait, c'était le cas dès le tout début du festival, puisque le festival était nourri d'apports des cinémathèques du monde entier. Et puis, en plus, il avait été impulsé aussi par un Américain. Il annonce aussi une décentralisation des opérations, qui était déjà aussi le cas dès le départ. Et il annonce une ouverture vers les professionnels. Vers les professionnels de l'édition vidéo, avec donc un nouveau forum, qui est le forum du film ancien, qui a lieu donc à cette dernière édition du festival. Une ouverture sur les autres médias, sur la télévision, la vidéo, et donc sur c'est la grande période, la VHS et l'édition VHS est assez florissante, mais là on s'achemine progressivement plutôt l'année suivante, mais vers les éditions DVD qui arrivent à la fin des années 90. Donc on voit apparaître en tout cas de nouvelles problématiques qui deviennent de plus en plus importantes, notamment autour de ces festivals. C'est le festival qui, je le répète, était d'abord à l'époque une vitrine du travail des archives cinématographiques et non pas une vitrine du travail des détenteurs de catalogues. Ça on y reviendra peut-être plutôt dans la discussion tout à l'heure. Alors pourquoi ce festival s'est arrêté? Donc très certainement un certain nombre de dissensions, de rivalités institutionnelles et autres. Un festival aussi peut-être trop ambitieux, des projets un peu peut-être trop mégalos. C'est une décennie en fait qui voit énormément d'accomplissements en matière de patrimoine cinématographique. Je pense donc d'abord au plan nitrate, mais aussi beaucoup d'échecs sur le fin. Il faut imaginer que derrière tout ça, c'est l'échec de la Cinémathèque au Palais de Tokyo, c'est l'échec de Ciné-Mémoire qui donc ne dure pas. C'était une initiative, donc je l'ai dit dès le départ, une initiative vraiment politique et ministérielle. Donc vous savez que dans les années 90, Jack Lang ne reste pas ministre de la Culture pendant toute la décennie. Donc avec d'autres, une alternance politique qui ne favorise pas la mise en place de projets à long terme. Ça peut se ressentir au niveau local comme au niveau national. Sur des projets culturels de cette ampleur. Et puis peut-être aussi, si on regarde le succès par contre d'autres festivals proches, le problème du lieu dans lequel se déroule le festival, le problème de la ville de Paris. Est-ce que Paris est une ville
bonne ville pour créer un festival de cinéma. C'est pas sûr en fait. C'est peut-être une ville aussi tout simplement trop grande, où on ne se croise pas. C'est pas Bologne, c'est encore moins Pordenone où là, on est tous devant le Teatro Verdi, il n'y a pas de souci, on se perd pas. Mais c'est même pas Bologne. Enfin, c'est pas une ville aussi. Enfin, le festival, c'est aussi une expérience. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est culinaire. Donc c'est culturel. Mais aussi, il y a aussi beaucoup d'autres choses qui se jouent au moment du festival, beaucoup d'autres, des échanges. Donc il faut des lieux où les gens se rencontrent, un café, un restaurant. Le problème, c'est que Paris ne favorise pas ça. Alors un autre public, par contre, peut être touché par ces séances spectaculaires et ces manifestations, mais ce sera plus une pratique d'une séance exceptionnelle plutôt qu'une pratique festivalière pour ce public. Donc ce festival qui s'est situé comme ça au cœur des années 90, donc qui voit encore une fois une très très forte intervention de l'État français dans le domaine du patrimoine cinématographique, avec donc, le plan Nitrate, les commémorations autour du 1er siècle du cinéma, marque en même temps les aboutissements et les échecs de cette politique, avec notamment cette impossibilité aussi de réconcilier ces différentes institutions, en fait, finalement, autour de projets communs. Malgré tout, quelle est finalement la postérité actuelle de ce festival qui n'existe plus? Est-ce qu'elle existe, cette postérité? Donc, d'une certaine manière, certains des festivals, les festivals que j'ai évoqués en introduction, sont les héritiers de Ciné-Mémoire, avec ce coup de projecteur apporté aux films anciens, aux restaurations de films, aux collections des cinémathèques. Même si certains festivals peuvent donc aujourd'hui avoir davantage des orientations économiques et être davantage tournés vers les détenteurs de catalogues que vers les cinémathèques elles-mêmes. L'héritage aussi bien sûr de ce festival, ça va être la confrontation du contemporain au patrimoine, la confrontation notamment de la musique contemporaine au patrimoine. Aujourd'hui, on assiste toujours, il y a toujours dans différentes salles de concert et cafés des projections de Dr Mabuse accompagné par je ne sais quel groupe de musique. Ce sont des choses qui se pratiquent encore aussi beaucoup aujourd'hui. Et plus généralement, donc toutes les projections de films muets en concert sont les héritières de ce festival, et notamment donc Zigel, Jean-François Zigel se dit lui-même très très redevable à Christian Belegue. Et Jean-François Zigel, c'est lui qui a créé donc une classe spéciale d'improvisation au Conservatoire de Paris, qui est donc à l'origine de l'accompagnement musical des films muets à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé. Aujourd'hui, il n'est plus incongru de proposer à la Cinémathèque française une séance accompagnée musicalement, comme c'était le cas dans les années 80. Et avant, et puis plus généralement, bien sûr, je pense que en fait, l'héritage de ce festival, bien, c'est nous. C'est-à-dire c'est cet intérêt pour l'histoire du cinéma sous toutes ses formes, pour l'intérêt pour le cinéma comme fait social, cette influence qui a été séminale via Emmanuel Toulet. Et c'est pas anodin qu'on soit ici aujourd'hui à l'école des Chartes. Donc c'est une influence séminale sur toute une partie de l'histoire du cinéma, de l'histoire de l'histoire culturelle du cinéma via Emmanuel Toulet, Christophe Gauthier, Alain Caro, etc. Voilà, je vous remercie. C'est pas pour vous amplifier, mais s'il y a des questions, c'est pour que vous parliez dans le micro, afin que ça soit bien enregistré. Je précise juste,
Merci beaucoup Marie pour donc, cette présentation et ce rappel. Donc, c'était parfois des souvenirs, je pense, et parfois une découverte. Et pour justement aussi d'avoir embrassé toute la période comme ça de ciné-mémoire. Et c'est 7 éditions finalement, de 91 à 97. Juste une précision pour Emmanuel Toulet, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure finalement. Donc oui, la première thèse, en effet, l'histoire du cinéma. Thèse d'école des chartes d'histoire du cinéma, c'était une thèse réalisée par Emmanuel Toulet en 1983 sur la naissance du spectacle cinématographique à Paris, thèse qui n'a jamais donné lieu à une édition complète, mais je dirais qu'on en trouve pas mal d'éléments dans le Découverte Gallimard qu'a signé Emmanuel Toulet sur le cinématographe Invention du siècle. C'est un grand regret que cette thèse n'ait pas donné lieu à une édition complète. Voilà, donc, et en effet, c'est bien que tu l'aies dit, Marie, et j'y insiste, c'est-à-dire que, oui, enfin, moi, ma génération, en tout cas, moi, comme il y avait les enfants de Marx et de Coca-Cola, moi, je suis un enfant, on peut dire, symbolique. Alors, il y a trois filiations, enfin, de l'histoire culturelle et de Pascal Horry, bien sûr, mais de ciné-mémoire et d'Emmanuel Toulet. Parce que, voilà, donc il y a aussi, donc, en effet, cet apport-là qui a été très important. Et dans notre génération, en effet, ça a été fondamental. Ce qui est corrélé aussi au centenaire du cinéma en 95, bien entendu. Voilà, c'était juste, je voulais juste apporter cette précision. Beaucoup. Merci, Marie. Merci.